Bon, je pense qu'on peut y aller désormais. Donc, bienvenue à tous donc pour cette nouvelle édition du Colloquium Prairie. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Hélène de Salle, donc, qui est chercheuse à l'École normale supérieure en archéologie, donc spécialiste de l'archéologie romaine. Je vais juste mentionner qu'elle est membre de l'Institut universitaire de France. Et aujourd'hui, Hélène va nous parler d'archéologie et également, j'imagine, d'apprentissage et d'intelligence artificielle. Donc Hélène, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Je suis très heureuse de vous rejoindre aujourd'hui et de vous présenter en effet l'évolution de l'archéologie. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous montrer en fait l'interaction qui est de plus en plus étroite entre archéologie et intelligence artificielle, en partant du principe que vous m'entendez bien parce que ça fait beaucoup d'écho là. Et alors, si tout le monde pouvait fermer les micros, alors je vais fermer à la main les micros de ceux qui ne sont pas fermés. Désolé, Hélène, Non, je non, pense que aucun souci. Non, non, c'est... je ne savais pas si ça venait de moi. Ou... Alors, je reprends sur un des objectifs principaux de l'archéologie et finalement un des enjeux qui a construit aussi la discipline, c'est d'arriver à représenter les évolutions dans un espace donné. Et ces évolutions, on peut les montrer, alors soit il y a beaucoup d'échelles possibles, ça peut être l'échelle d'un territoire entier, d'un site archéologique ou l'échelle d'un monument, d'un bâtiment. C'est plutôt à cette échelle-là que je travaille, puisque moi je suis spécialiste de l'archéologie du bâti, et donc je travaille très souvent donc, à l'échelle d'un ou plusieurs bâtiments, essentiellement en contexte urbain. Et donc, c'est en quelque sorte un peu ce défi de la représentation dans la construction de l'archéologie qui a rythmé aussi l'histoire de cette discipline. Et donc, je vais vous présenter une sorte de parcours alors, qui nous fera traverser aussi ces enjeux de l'archéologie depuis finalement la Renaissance, on vous montrera assez haut, jusqu'à aujourd'hui. Et je finirai avec un cas d'étude. Alors, vous voyez que le plan que je vais adopter est très basique, puisqu'en fait, je vais voir comment tout cela est parti d'abord de problèmes de représentation d'abord en 2 dimensions, puis en 3 dimensions, et comment on en est aujourd'hui grâce à cette interaction toujours plus étroite entre archéologie et intelligence artificielle, à des questions qui nous permettent vraiment plutôt de parler de 4D, au-delà des questions de 3D. Donc, et je finirai avec une étude de cas que certains d'entre vous connaissent bien ici, puisque j'en pense à co-diriger ce programme avec le cas de la villa de Diomède à Pompéi. Alors, je vais partir des premières expériences en archéologie et de ce qu'on appelle les antiquaires de la Renaissance, qui sont les premiers à avoir essayé de réfléchir sur comment étudier un objet, le recaler à la fois dans l'espace et dans le temps. Et il y a une figure qui, pour cela, est essentielle, ce qui est finalement pas si bien connu que ça sur cet aspect-là, c'est la figure d'Alberti, qui est donc une des figures principales de la Renaissance italienne, milieu du XVe siècle. Alors vous le connaissez sûrement parce que les mathématiciens savent que c'est un des premiers à avoir élaboré une théorie de la perspective mathématique. Moi, c'est le texte qui m'intéresse le plus. Il a fait donc plusieurs traités, l'un consacré à la peinture, l'autre à la sculpture. Celui qui m'intéresse le plus, c'est celui qu'il a consacré à l'architecture, le De Re Aedificatoria, qui est, donc je vous ai mis ici l'édition anglaise du MIT, il y a une très belle édition française aussi par Pierre Quay et Françoise Choé. Et Alberti essaie de réfléchir dans ce traité qui essaie d'expliquer comment on doit construire et comment on doit construire en étudiant aussi les monuments de l'Antiquité. C'est pour ça qu'il y a une première réflexion sur le bâtiment antique et comment l'étudier. Et ce qui est essentiel chez Alberti, c'est de passer par le dessin, mais surtout aussi par la maquette. Et vous voyez dans cette citation que j'ai mise là, il nous dit qu'une maquette ne doit pas être si raffinée, hautement décorée, elle doit juste être simple et claire pour ne pas démontrer finalement l'ingéniosité de celui qui l'a fabriqué, mais plutôt l'ingéniosité de l'idée qui se trouve derrière. Et il explique très bien que justement la différence entre les dessins du peintre et les dessins de l'architecte, c'est la suivante, c'est que le peintre s'efforce de mettre en relief des objets dans un tableau en forçant les ombres, alors que l'architecte va s'en tenir, lui va rejeter les ombres, il va juste s'en tenir à la ligne. Et
c'est en cela que c'est intéressant parce que vous allez voir que finalement, ce que nous dit Alberti ici de la maquette, de la modélisation 3D, c'est aussi des questions qu'on se pose aujourd'hui en tant qu'archéologue lorsqu'on doit construire une maquette maintenant numérique d'un objet archéologique et finalement faire en sorte aussi qu'elle ne soit pas aussi, comme il le dit, raffinée, décorée, parce que ce qui compte, c'est de restituer l'idée, le processus de construction qui se trouve derrière un bâtiment. Quand on essaie de restituer un bâtiment antique, on essaie de retrouver le projet, toutes les étapes de construction et ne pas s'arrêter à un élément statique en montrant notamment les décorations. Donc je trouve que c'est un très beau texte parce que déjà, j'y reviendrai, vous verrez, parce qu'Alberti, pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment donc, qui pose cette théorie aussi de l'étude de l'architecture, sachant qu'Alberti était aussi un praticien. Vous avez ici le dessin qu'il fait à Florence de Santa Maria Novella, c'est l'église, dès qu'on sort de la gare de Florence, si vous y êtes allé, c'est une église qui a été réalisée par Alberti avec cette belle façade. Il a aussi restauré des bâtiments antiques, d'époque médiévale, Santo Stefano Rotondo à Rome. Et puis, on lui doit, et j'en reviens à mes questions de représentation de l'objet archéologique, c'est Alberti qui aurait dressé le premier un plan de la Rome antique. Alors, il ne nous a pas été transmis, ce qui nous a été transmis, c'est le texte où il explique les méthodes qu'il a utilisées. Et je vous ai mis ici la référence à une étude très récente dans un article italien qui essaie de voir comment Alberti a travaillé pour relever Rome. Et donc, son objectif, c'était de relever les ruines antiques, de les positionner très précisément dans le plan de Rome, en relevant en particulier les murailles. Et donc, on est toujours donc, dans les années 1450. Et donc, il va essayer pour cela, il va multiplier des relevés angulaires, des coordonnées. Il s'établit, c'est les petits schémas que vous avez ici sur la tour du Capitole, la place de Rome centrale en hauteur. Et de là, il va multiplier les relevés par angle et les distances pour dresser ce premier plan de Rome qui inclut des coordonnées. Donc, c'est un acquis majeur parce qu'en fait, c'est une des premières tentatives à très grande échelle, donc d'essayer de relever. Vous le voyez ici en 2 dimensions, mais avec une grande précision, le tissu urbain de la Rome antique. Alors, je continue sur cette histoire de l'archéologie et sur ces enjeux de représentation. Alors, évidemment, je vais très vite. Je cite les grands noms pour vous montrer aussi les étapes de cette construction. Il y a un personnage très important en Europe qui est Bernard de Montfaucon. C'est un moine bénédictin qui a livré 10 gros volumes qui s'appellent l'Antiquité expliquée et représentée en figures. Et vous voyez à quel point ici le dessin est important, puisqu'en fait c'est une antiquité représentée en figures. Alors ça inclut Montfaucon, donc c'est intéressé à toute une catégorie d'objets. Finalement, les seuls monuments, pour en revenir plutôt à ce qui m'intéresse aujourd'hui, l'architecture que l'on a, c'est surtout dans son volume sur les cultes, où il va représenter des temples, c'est ce que vous avez ici sous les yeux, et puis son dernier volume aussi sur les tombeaux. Alors, ce qui est très intéressant chez Montfaucon, c'est qu'en fait, il montre, et ça c'est très important dans la culture de ces antiquaires, que l'objet qu'on étudie n'est plus seulement l'illustration d'un témoignage textuel, notamment des témoignages que nous ont transmis les auteurs latins ou grecs. Il fait partie d'un corpus, et à ce titre, l'archéologie et production d'une image. Et donc, on parle souvent d'une antiquité qui serait mise en image à partir donc, de cette œuvre de Montfaucon. Il y a eu une très belle exposition au Louvre il y a une dizaine d'années qui s'appelait les musées de papier, parce qu'en fait, c'est ça, c'est rassembler les objets, construire un corpus à différentes échelles et les présenter. Et donc là, je vous ai mis une première citation qui nous montre justement ce rapport entre les témoignages matériels que sont les monuments et ce que nous ont livré les textes, quand il nous dit que les connaissances que nous puisons dans les monuments sont bien plus sûres que ce que nous apprenons dans les livres, donc d'où l'intérêt d'avoir ce contact direct avec l'objet et de le dessiner, puisqu'en fait, voici la définition, vous allez voir qu'elle est assez originale, de l'Antiquité que nous donne Montfaucon. Je réduis dans un corps toute l'Antiquité. Par ce thème d'Antiquité, j'entends seulement ce qui peut tomber sous les yeux et ce qui peut se représenter dans les images. Donc en fait, l'Antiquité, c'est ce qui devient dessinable. Donc d'où l'intérêt, et le dessin devient vraiment, à partir de lui, un objet sémantique. C'est-à-dire que dessiner un objet, c'est essayer de le comprendre et le faire entrer dans un corpus. Alors on a une autre démarche qui n'est pas focalisée sur des objets individuels, mais qui commence à mettre des objets en série et qui les met en série par le dessin. Et là, je vous ai mis un autre personnage très important,
britannique John Aubrey, qui nous a livré alors une œuvre tout à fait différente, puisqu'en fait, ce qu'il essaie de faire, c'est de proposer une chronologie donc on s'éloigne ici du domaine italien, puisqu'il va essayer de proposer une chronologie de ce qu'il appelle les Monumenta Britannica. Et donc, il va le faire à la fois sur les systèmes d'écriture, les ordres d'architecture, les pierres tombales, et puis aussi, c'est une des premières classifications que l'on a des vêtements. Là, je vous ai mis une étude qu'il fait de l'architecture. Vous voyez comment il essaie de classer des fenêtres de l'époque médiévale en fonction de la forme de l'arc, des colonnes qui soutiennent les arcs. Et donc, c'est une première ébauche de classification et aussi de typologie, définir des types et les caler dans le temps. Et pour cela aussi, le dessin est essentiel avec des croquis. Et c'est ce qui fonde la méthode que Aubrey appelle d'une antiquité comparative et qu'il élabore sur le terrain en partant des monuments eux-mêmes. Je vous ai mis ici un extrait de son texte. Donc là, c'est plutôt de l'ordre de la mise en série, de la comparaison. Et puis enfin, on arrive, et là, on est donc au XVIIIe siècle, avec le comte de Caylus qui a produit ce très gros recueil d'antiquités égyptiennes, étrusques, grecques, romaines et gauloises. Alors, on se rapproche déjà de Pompéi, puisqu'il a assisté aux premières découvertes d'Herculanum. Il a même pensé acheter un bronze qui en provenait, même si à l'arrivée, on s'est aperçu que ça n'en provenait pas exactement. C'est un personnage qui est avant tout un collectionneur et il explique que sa collection passe là aussi surtout par le dessin. Tout ce qu'il collectionne, les objets qu'il a, il les fait dessiner. Et puis, il s'intéresse aussi aux monuments antiques et c'est un des premiers à dresser des sortes de plans phasés. Je vous ai mis ici l'exemple du plan de Nîmes antique, où il essaie de positionner les différents monuments dans le tissu urbain et où le monument devient source de connaissances, source d'histoire. Et lui aussi travaille sur la comparaison, puisqu'en fait, il nous dit le dessin fournit les principes, donc on dessine, et la comparaison donne le moyen de les appliquer. Donc on retrouve ce qu'on a vu précédemment. Alors j'avance à grands pas dans cette histoire de l'archéologie. Vous voyez des représentations. Un moment clé, c'est celui de la stratigraphie, qui est très lié aussi au développement de je ne sais pas s'il y en a parmi vous aujourd'hui, de la science géologique et science de la Terre, avec la mise en place de la stratigraphie pour mettre en phase les différentes périodes de la Terre. Et on a donc sans doute le moment le plus significatif, c'est celui qui est lié à Boucher de Perthes, qu'on appelle souvent en France l'inventeur de la préhistoire. Donc son ouvrage Antiquité celtique et antidiluvienne, c'est quelqu'un qui à l'origine est douanier, donc c'est pas quelqu'un qui vient d'une formation historique, et il s'est intéressé à des carrières dans l'est de la France, et c'est un des premiers à avoir mis en évidence par la stratigraphie, dans la présence donc de strates qui se succèdent, la présence conjointe de déchets de l'activité humaine, en l'occurrence des silex, et des restes de l'ère glaciaire, en particulier des restes de mammouths. Et il faut savoir qu'en fait, cette démonstration d'une très haute antiquité de l'homme, comme on le disait à l'époque, de la préhistoire, fait question. Boucher de Perthes est rejeté totalement dans le milieu scientifique français. Il est d'abord accepté en Grande-Bretagne, avant d'être finalement peu à peu reconnu par le milieu des académiciens en France. Et vous avez donc cette photographie à droite qui est assez intéressante, puisqu'en fait, on est en 1859. Il y a justement une visite d'érudits anglais qui viennent visiter la carrière qu'était en train de fouiller Boucher de Perthes. Et donc là, l'ouvrier est en train de montrer un biface, un silex, qui est inscrit ici dans la stratigraphie, dans cette carrière. Et donc, Boucher de Perthes dira une hache polie dans une masse de cailloux, mais qui démontre par la séquence stratigraphique, cette haute antiquité de l'homme. Et donc, de ce point de vue, c'est la première fois qu'on va avoir des représentations, cette sorte de tranches sur le terrain, qui font partie de la démarche archéologique, où on a une représentation, donc une coupe, une section, donc en 2 dimensions, mais qui intègre et qui démontre une évolution temporelle. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui. Alors, je vous ai mis un petit schéma qui explique, donc c'est pour au grand public, en fait, ici, l'évolution de la maison des dieux océans
à Saint-Romain-en-Galles. C'est des jolis dessins qui ont été faits par Dominique Tavernier qui expliquent les séquences stratigraphiques et comment ici on peut retrouver toutes les phases successives d'une maison jusqu'à les espaces cultivés actuellement. Et donc lire le terrain, c'est ça, c'est lire en partant des strates qui sont généralement les plus anciennes dans les niveaux les plus profonds, jusqu'aux plus récentes. Et c'est donc ces sections archéologiques en 2D qui permettent de les lire. Donc ça, le développement de la section archéologique, milieu du 19e siècle pour les premières applications, et c'est dans des outils aujourd'hui encore les plus répandus lors des fouilles archéologiques. Alors j'en viens maintenant, donc vous voyez c'est un aperçu très rapide, mais j'en viens maintenant à Pompéi, dont je vais vous parler plutôt aujourd'hui puisque c'est un cas particulier. Pourquoi c'est un cas particulier Pompéi? Bon, voilà, tout le monde connaît cette ville romaine ensevelie par le Vésuve en 79. Par rapport à ce genre de dessin, c'est une sorte de laboratoire assez fantastique, Pompéi, parce que pour la première fois, à la fois les fouilleurs et les dessinateurs se trouvent confrontés au défi de représenter une ville entière. Ce que je vous ai montré jusqu'à présent, à part la première expérience d'Aberti, mais qui portait sur des ruines de la Rome antique assez éparses dans le tissu urbain, Pompéi, c'est une ville entière, et c'est ça que nous racontent tous les grands voyageurs du 19e siècle qui font leur grand tour en Italie. C'est une ville entière qui surgit. Et la représenter, ça pose d'autres questions de dessin, puisqu'on a une échelle bien plus large, et puis aussi on a une conservation des vestiges extrêmes, notamment des ans du pain, qu'il faut aussi essayer de retracer par le dessin. Alors vous avez ici justement une image d'architectes qui sont en train d'essayer de représenter le forum. C'est une vue des années 1810 par François Mazois. Je vous en montre une autre ici par son collègue britannique William Gell, qui est, vous voyez, assis sur les marches du petit théâtre de Pompéi, dans une position très comparable au décor, au télamon qui soutient donc le bas le décor de la base de cet édifice. Donc ici un petit vue humoristique sans doute de l'architecte. On en a bien d'autres et on en a une qui est assez intéressante puisque c'est la seule à ma connaissance où on a une représentation de mesures en cours. Donc ici, dans le quartier de la nécropole de Pompéi, près de la porte d'Herculanum, toujours une opération de mesure. Il faut imaginer que les architectes étaient assistés d'ouvriers qui tenaient le cordeau ou de jeunes assistants se formant auprès d'eux. Donc opérations de mesure qui sont ensuite donc reportées bien évidemment sur le dessin. Alors, les conditions de dessin, on les connaît. Il y avait une très belle exposition à la fin des années 2000 sur ces outils portables des architectes qui effectuaient notamment leur grand tour en Europe et qui, bien évidemment, s'arrêtaient à partir de la fin du XVIIIe siècle à Pompéi, peu après la découverte du site. Donc, ça inclut un compas, des petites règles, tout ce qu'il faut pour reporter les mesures sur leur portfolio. Et là, vous avez justement une opération de mesure. C'est un gros plan sur un dessin, là encore, de l'architecte François Mazois, qui était l'architecte au service de la reine Caroline, la sœur de Napoléon Bonaparte, sous la domination française de Naples, entre 1806 et 1815. Alors, ces premières expériences de dessin à Pompéi, qui, je vous le dis, c'est vraiment de l'ordre du défi, et du défi parfois assez même rendu complexifié par le fait que les conditions de dessin dans ces premières années de Pompéi étaient assez ardues, puisqu'il était interdit à des voyageurs, à des visiteurs, de prendre des notes et de faire des dessins avant que le monument n'ait été dégagé au moins depuis plus de 5 ans. C'était donc une règle éditée par le roi de Naples qui voulait s'assurer le monopole de l'information. Donc en fait, il fallait bénéficier d'une autorisation royale pour aller sur le site de Pompéi et il fallait réaliser ces dessins sous des conditions parfois difficiles et parfois même clandestines, puisque certains auteurs nous racontent qu'ils ont fait des dessins en profitant du fait que les gardiens ne les regardaient pas. Donc on a toute une série d'anecdotes sur ces premiers dessins pompéiens. Alors malgré tout, ici, ce que je vous montre, c'est dans des années où justement les normes se relâchent beaucoup plus, où après 5 ans de découverte, il est possible de dessiner un monument, et on assiste à la définition d'un dessin beaucoup plus académique, qui repose à la fois sur des plans et des coupes qui nous montrent un état de conservation. Vous en avez un exemple ici, c'est une coupe réalisée sur le forum, vous avez le Vésuve bien sûr à l'arrière, et qui en montre la restitution. Ce type de rendu était le rendu qu'on attendait des architectes qui avaient remporté le Grand Prix de Rome et qui partaient pendant 4 ans à Rome auprès de la Villa Médicis pour se former auprès des monuments antiques, et ils avaient pour devoir de rapporter
à l'issue de leur 4e année ce qu'on appelait un envoi qui comportait un mémoire, c'était une description du monument, donc une coupe assortie d'un plan et une restitution. Vous en avez donc un premier exemple, et donc ça devient des dessins qui deviennent une sorte qui vont beaucoup influencer aussi tous les architectes qui effectueront leur grand tour en Italie. Vous voyez comment se normalise ici la réalisation de ces dessins en 2 dimensions. Un exemple ici, donc avec cette coupe réalisée par Calais sur le Forum, et vous avez ici celle de Paul-Émile Bonnet sur le quartier des théâtres. Alors, ces documents faisaient l'objet d'une évaluation et du reste, l'Académie trouvera que dans cette restitution, il n'avait pas assez suivi, pas assez consulté les traités, notamment celui de François Mazois, dont j'ai déjà parlé, et qu'il avait pris trop de liberté par rapport aux monuments antiques dans sa restitution. Donc ici, la coupe sur le théâtre, l'Odéon qu'on a vu avec son dessinateur assis sur les marches, et la restitution. Et donc ça, vous voyez que c'est toujours en deux dimensions. Cela n'empêche pas que les architectes réalisent aussi des vues en perspective, comme les dessinateurs qui venaient donc se former au plus près des monuments pompéiens. Alors certains le font donc en traçant les lignes de perspective, mais à partir des années, donc je crois que le brevet remonte à la fin des années 1800-1810, ils utilisent sur le terrain un petit outil portable qu'on appelle la caméra lucida. Vous voyez, elle est indiquée ici sur ce petit croquis. Donc là, qui est une vue en 3 dimensions réalisée par William Gell. Vous avez un état du forum donc dans les années 1820 et sa restitution toujours en 3D. Alors la caméra lucida, c'est une sorte de chambre claire qui est donc un dispositif optique où on a un prisme qui projette l'image, donc à 45 degrés, qui projette l'image sur le papier et le dessinateur n'a plus qu'à reporter précisément les lignes et donc il a ainsi une perspective assez juste et de fait si on zoome sur les dessins on retrouve les lignes qui ont construit la perspective. Alors on a donc des vues en perspective avec ou sans caméra lucida, ici le monument dont je vais vous parler dans quelques instants, la Villa Diomède par François Mazois, et puis pour achever ce parcours sur les rendus entre 2 et 3 dimensions, des premières maquettes réalisées à Pompéi. Donc, je vous montre ici la pièce aux maquettes dans le musée de John Swan à Londres. Vous avez différentes maquettes qui se renvoient au parcours, au grand tour de Swan en Italie du Sud, notamment Paestum, mais aussi Pompéi, avec cette maquette très précise réalisée en liège, par donc un artisan italien du quartier justement des théâtres. Et vous voyez ici le degré de précision. Donc une maquette et donc des recherches pour vraiment pouvoir étudier au plus près les bâtiments en 3 dimensions. Et celle-ci, vous l'avez peut-être à l'esprit, la très grande maquette réalisée sur le site entier de Pompéi lors de la direction que porte Giuseppe Fiorelli. Donc c'est juste après donc l'unité italienne, on est en des années 1860 à 1875, et il fait réaliser une maquette du site de Pompéi à l'échelle 1 centième, donc ça occupe une pièce gigantesque entière du musée archéologique de Naples. Le site de Pompéi s'étend sur 64 hectares, pour vous donner une idée, donc au 1 centième. Donc vous avez ici une vue générale, et ce qui en fait, on parle de l'ancêtre de ce qui est pour nous en fait les maquettes, nos maquettes numériques, puisque Fiorelli fait aussi réaliser en liège tous les volumes de la ville de Pompéi, mais il envoie des dessinateurs sur le site pour copier, c'est ce que vous voyez ici, à la fois les décors et les peintures, et donc ces peintures copiées, donc réalisées à une toute petite échelle, sont au centième, donc sont ensuite collées sur les parois de liège de la maquette. Donc c'est une des premières attestations en 3D d'un état figé de Pompéi à la fin des années 1860 environ. Donc un outil très précieux et de fait qui vient d'être numérisé par le CNR italien avec une opération de scanner dessus et pour pouvoir être confronté, comparé au site actuel de Pompéi. Et puis bon, juste parce que c'était aussi une opération de comment concentrer un objet par un moulage, c'est pour ceux qui connaissent Pompéi, mais c'est des images qui ont traversé le monde à partir du moment où elles ont été réalisées, puisque c'est aussi le moment où la photographie se développe de plus en plus, les moulages, puisque Fiorelli est l'inventeur de cette technique pour révéler à la fois bien sûr les corps, tous les restes organiques, jusqu'aux volumes architecturaux, puisque les portes en bois ont aussi été moulées
par les mêmes méthodes. Et donc, c'est aussi une sorte de rendu à l'échelle 1-1 des vestiges de la ville sous toutes leurs formes. Et puis, j'achève là ce panorama, donc toujours sur Pompéi, les premières applications de la stratigraphie. Donc c'est Fiorelli lui aussi qui commence à déblayer de façon très régulière en partant des couches les plus hautes vers les couches les plus enfouies du site, en enlelant les lapillis du Vésuve. Première, disons, coupe stratigraphique, on n'en trouve pas à Pompéi, même si là j'ai essayé de, voilà, il faudrait sans doute approfondir la recherche. Les premières coupes que l'on trouve sur le terrain remontent aux années 1920-1930. Vous avez ici une coupe donc réalisée sous la direction de Amedeo Maiuri, qui nous montre une coupe sur le forum, donc sur les dallages successifs du forum, donc qui montre des phases successives à partir de cette représentation en coupe sur le terrain en 2D. Et qui, j'insiste aussi sur cet aspect, se complète et s'enrichit par les vues photographiques qui se développent de plus en plus à partir de la seconde moitié du 19e siècle à Pompéi. Donc, première représentation stratigraphique, et toujours cette façon de représenter une succession de couches de terrain, de construction qui racontent une histoire de la ville de Pompéi depuis sa fondation au VIe siècle jusqu'à l'éruption du Vésuve. Dans les années 2000, et ça, c'est des choses qui vous sont beaucoup plus familières puisque vous êtes tous, donc, vous connaissez ces technologies, on a le développement donc, de deux techniques qui permettent d'acquérir très rapidement des modèles numériques. D'une part, le laser scan, donc scanner 3D, qui peut être utilisé à la fois sur des bâtiments, enfin sur des petites échelles d'objets et sur des bâtiments selon la structure du scanner. Donc là, je vous ai mis un exemple qui avait été réalisé justement par le CNR, donc dans des temples de Pompéi au scanner. Et puis la photogrammétrie, je vais vous en montrer aussi des exemples qui se développent alors plutôt à partir des années, donc à l'échelle des bâtiments. Dans la villa de Diomède dont je vais parler, on a été parmi les premiers à l'appliquer à Pompéi, donc à partir de 2012, mais disons voilà, le dernier projet de Pompéi qui s'est achevé maintenant, financé par l'Europe, a appliqué de manière systématique à la fois laser scan et photogrammétrie en complément sur toute l'échelle de la ville. Et tout cela, et là c'est toujours pour nourrir aussi cette curiosité du grand public, n'empêche pas la constitution de maquettes en 3D qui, elles, vous voyez, sont plus ou moins, alors là on s'éloigne, ça rejoint ce que dit Alberti de la recherche de la belle maquette, mais qui doit être parlante pour le public. C'est un support visuel très important, j'emprunte ici à un des systèmes de visite du site, mais, et c'est en cela que j'insiste bien, c'est de la 3 dimensions, dans le sens où on nous montre un volume, mais avec une vision très statique. Alors généralement c'est plutôt le moment de l'éruption du Vésuve qu'on nous montre, ou l'état de 79, on n'a pas une intégration, une évolution du temps dans ce type de modèle et dans ce type de maquette virtuelle très largement répandue et qui bien sûr facilite beaucoup la visite du site par le public. Alors j'ai fini sur ce premier aperçu qui vous a montré les différentes méthodes de l'archéologue en partant de la 2D jusqu'à la 3D. Ce que je voudrais vous montrer aussi, c'est des recherches assez récentes qui ont proposé des façons d'intégrer et en tout cas de normer l'intégration à ces reconstructions en 3D d'échelle pour montrer le degré d'application de résultats, disons d'intégration scientifique dans ces séquences. Alors c'est un article réalisé par deux collègues espagnols, Pablo Aparicio-Resco et César Figueiredo, donc depuis qu'il y a eu un grand succès, puisqu'en fait il a introduit cette notion d'une charte graphique qui met en valeur le caractère solide de l'interprétation archéologique, qui va partir, vous le voyez, en violet de la pure imagination jusqu'au rouge, où on a encore des vestiges matériels qui attestent de leur existence. Et puis, donc, on a toute cette... Alors, on a en l'intégration d'éléments comparatifs, l'intégration d'éléments qui peuvent être plutôt de l'ordre de texte, et donc jusqu'à l'intégration directe d'éléments encore visibles. Alors, voici un exemple qu'ils ont appliqué sur un temple en Espagne. Vous avez donc ici en bleu donc,
une gradation de là où on a le moins d'informations possibles archéologiques, jusque là où elles sont assurées. Évidemment, c'est plutôt au niveau des fondations, de ce qui a été dégagé en stratigraphie, qu'on a souvent le plus d'éléments, et ça renvoie à cette image des sections. Généralement, c'est les couches les plus enfouies qui sont les mieux protégées. Mais cet article a eu un très gros impact dans la méthode de restitution archéologique, puisqu'il a insisté sur l'importance d'intégrer ces chartes qui permettent de déchiffrer au mieux un modèle tridimensionnel. Et je vous montre une des dernières applications, qui est celle qui a été mise en évidence par Emmanuel Demetrescu, qui travaille au CNR italien, qui lui propose d'utiliser dans ce qu'il appelle de Extended Matrix, l'IM, pour la reconstruction virtuelle. Ça repose à peu près sur le même principe. Ça reprend cette idée qu'on a déjà vue en image d'une section archéologique qui décrit une arborescente entre les différentes strates. Nous, on parle en archéologie de diagrammes stratigraphiques. Des strates, c'est ce que vous avez ici illustré, les strates les plus anciennes jusqu'aux plus récentes. Et il lui aussi propose de les visualiser par des codes couleurs, avec ce qui est totalement conjecturel, comme on le voit ici en vert, et ce qui repose sur des structures existantes, ici par exemple en violet. Et cette équipe-là a été une des premières à appliquer ceci sur une maison de Pompéi. Donc on n'est pas très loin du projet que je vais vous présenter maintenant, dans la maison de Caecilius Jucundus, dans le cas du projet suédois. Donc je vous renvoie ici au site si vous voulez le consulter. Et donc le degré d'interaction se faisait surtout avec l'intégration de différentes archives historiques de voyageurs qui avaient pu représenter cette maison au cours du XIXe siècle, et aussi lors des fouilles qui avaient eu lieu assez récemment sur cette maison. Et j'en viens donc maintenant justement à cette étude de cas qui va nous permettre de vraiment voir comment on peut passer très concrètement de la 3D et à la 4D, et voir comment l'intelligence artificielle et la reconstruction 3D permet à l'archéologue d'affiner les évolutions qu'il essaie de restituer, puisqu'en fait l'archéologue veut écrire une histoire, et suscite aussi des questions auxquelles on n'aurait été pas confronté sans l'outil de la 3D. Et donc, je vais vous amener dans une villa de Pompéi, la villa de Diomède, qui a fait l'objet d'un gros programme collectif depuis 2012, qui a suscité une collaboration très étroite avec des informaticiens, en particulier donc avec Jean Ponce, qui a piloté avec moi ce projet, et donc qui vient d'être achevé, puisque il n'est pas encore achevé. Il y a vous allez voir qu'il y a d'autres objectifs qui se poursuivent, mais en tout cas, le livre, une première monographie est sortie en décembre dernier. Alors, la villa de Diomède, quelques mots rapides pour la situer. C'est un des tout premiers bâtiments fouillés sur le site. Dans les années 1770, elle se trouve juste ici, au nord-ouest du site. C'est aussi, autre particularité, un des plus grands bâtiments de Pompéi, 3700 m². Je vous ai mis les bâtiments comparables ici en rouge, donc parmi les grandes maisons privées de la ville qui peuvent atteindre des dimensions comparables. Donc, juste pour vous situer, on est donc ici, donc elle se trouve donc au nord-ouest du site. Là, c'est la ligne de côte à l'époque antique. Donc, la villa surplombée, elle était à peu près à une hauteur de 30 mètres par rapport au littoral ancien, et elle surplombait donc le golfe de Naples, et on a dans l'axe l'île de Capri. Donc, en position panoramique, il faut imaginer que le littoral est à peu près ici, au niveau de l'autoroute actuelle qui borde le site de Naples. Une villa particulière puisqu'elle s'organise de façon assez scénographique sur 3 étages. Un premier niveau dans la continuité de la rue, et face, alors là j'ai oublié de vous dire pourquoi Diomède, face à une tombe ici qui porte le nom Darius Diomédès, mais on ne sait absolument pas, et c'est pas avéré, hein, on ne sait pas si ce personnage avait un lien direct avec la villa. En tout cas, c'est cette proximité qui a donné le nom à la villa, dont on ne connaît pas le propriétaire. Donc un rez-de-chaussée en continuité avec la rue et l'espace de nécropole, à l'étage inférieur, un grand jardin, comme un jardin suspendu qui se trouvait donc face au golfe de Naples, bordé d'un grand portique. Et à l'étage inférieur, ce qu'on appelle un cryptoportique, une sorte de cave enterrée sous le portique, qui a tout de suite attiré l'attention des fouilleurs, puisque c'est dans ce lieu qu'une vingtaine de corps ont été retrouvés, carbonisés
par les cendres de l'éruption, assez bien conservées, et notamment le buste d'une femme qui va être transportée et présentée dans les collections royales, puis au musée de Naples, et qui va inspirer Théophile Gautier dans sa nouvelle que vous avez peut-être lue, Arria Marcella. Arria Marcella, en fait, est la fille d'Arius Diomédès dans l'imagination de Gautier, et il fait aussi jouer une pièce de théâtre dans la maison du prince Napoléon, qui se trouvait à avenue Montaigne à Paris, qui s'appelle La femme de Diomède, qui est représentée ici par un tableau de Gustave Boulanger. C'est une maison pompéienne qui a disparu, qui a été détruite par les transformations de l'urbanisme parisien. Et ça vous montre à quel point la villa de Diomède a eu un grand impact par les différentes découvertes qui ont été faites dans l'imagination et notamment l'imaginaire romantique européen au XIXe siècle. Alors on a, pour en revenir au thème du dessin, on a, et là aussi c'est exceptionnel pour cette villa, on a un corpus exceptionnel de documentation réalisé par le fouilleur de l'époque, Francesco La Vega, à la fois des plans, un carnet extrêmement précis où il reporte jour après jour tous les objets qu'il a trouvés dans la villa. Et donc vous voyez ici tous ces petits numéros renvoient ici à une liste d'objets, une coupe aussi bien évidemment, donc plan, coupe, cet objet, ce qui nous permet de restituer toute la culture matérielle de la villa. Donc là, je vous montre l'intégration qu'on a pu faire dans notre système d'information géographique de toutes les trouvailles de la villa, ce qui nous a permis de les classer, des matériaux de construction, quincaillerie, mobilier, et de véritablement visualiser la culture matérielle de la villa en 79 après Jésus-Christ. La Vega fait aussi exécuter des reproductions de peintures. Vous avez ici une copie d'une paroi en 1790, son état actuel. Il était conscient qu'en étant exposé à l'air libre, inexorablement, les enduits allaient se dégrader et que certains détails ne seraient plus visibles. Et cette villa, donc, de par sa position, parce qu'elle se trouve juste à côté de l'entrée principale du site, il y avait aussi cette découverte des corps dans le bâtiment qui avait beaucoup marqué l'imaginaire des visiteurs. Étant des bâtiments les plus représentés dans l'histoire de Pompéi, nous avons réuni près de 700 documents qui montrent la villa, que ce soit des photographies ou des dessins, sans parler des descriptions. Un exemple ici, vous voyez, des voyageurs qui arrivent en carrosse, ils vont se garer et visiter la villa, qui est le premier impact et la première rencontre visuelle avec Pompéi et avec une grande maison de l'élite romaine. Alors, je ne vous montre pas tous les dessins, je vous montre deux parmi les plus anciens et puis ensuite les plus récents. Ici, un croquis de Piranèse, réalisé dans une des pièces, dans la pièce absidée de la villa. Et puis, pour les plus récents, dans les années 1910, l'architecte Le Corbusier qui, lui, fait un croquis rapide du jardin qui l'impressionne par ses volumes. Alors, notre projet, qu'est-ce que nous avons, de quoi on est parti? On est parti, justement, d'un modèle photogrammétrique qui a été achevé en 2015, initié donc, par une campagne photographique en 2012, avec à peu près 25 000 photographies. Donc, un maillage d'un peu plus d'1 million de points. Voici donc une vue de la maquette numérique et vous allez voir déjà donc comment on peut parler de 4D puisque dans ce modèle, on a véritablement projeté toute la documentation d'archives de ces anciens voyageurs qui avaient relevé la villa en 2 dimensions. Donc vous avez ici justement l'insertion d'une coupe réalisée par un des architectes prix de Rome avec la restitution et la coupe. C'est une manière aussi de faire une sorte d'archéologie de ces dessins, puisqu'en fait, on peut les comparer avec l'état existant et le modèle photogrammétrique. Donc, on a ici une manière géométrique d'évaluer leur exactitude. Ici, le plan de François Mazois. Vous voyez à quel point il est juste lorsqu'on le superpose à notre orthophotographie. Donc, c'est une manière de préciser et d'évaluer l'exactitude de ces dessins, parfois des phénomènes de copie entre eux aussi qui ont pu apparaître. Et puis, on a même travaillé sur l'insertion en 3 dimensions de certains dessins en perspective, en les repositionnant, en repositionnant le point de vue adopté par le dessinateur. Et vous voyez ici, c'est un prix de Rome, lui aussi, Félix Duban. Vous avez, donc quand on projette dans le modèle 3D, donc ça c'est cette vue-là, on obtient cette vue-là, donc il était ici, et puis en fait, visiblement, il a un petit peu bougé, et il s'est décalé pour achever la fin de son dessin, c'est la vue que vous avez ici à droite. Donc c'est une sorte de manière de relever par l'outil numérique, alors bien sûr la façon dont travaillaient les dessinateurs, mais aussi, et ça c'est des historiens de l'architecture qui s'intéressent à ces questions, c'est de
d'une façon très précise de restituer ce qu'on appelle l'expérience architecturale. Comment les visiteurs se positionnaient, qu'est-ce qu'ils voulaient montrer, et de fait, on a pu ainsi suivre la distribution de tous les points de vue adoptés par les dessinateurs dans les villas et ainsi raconter et même classifier et quantifier cette expérience visuelle avec le monument. Donc la 3D, ici, est une manière de faire une sorte d'archéologie des dessins qu'on ne pourrait pas faire autrement. Donc on rentre en quelque sorte dans le dessin. Ça, c'est une première approche sur les dessins eux-mêmes. Après, ce que l'on peut faire, c'est, en combinant ces anciens dessins, c'est reconstruire un état aujourd'hui disparu. Vous avez ici l'état de l'entrée des thermes de la villa en 2015. Et vous voyez ici, lorsqu'on projette dans le modèle les copies de peintures qui ont été exécutées sous la direction du fouilleur de l'époque, Francesco La Vega. Donc vous voyez ici l'état en 1790. Donc avec le décor peint qui était encore assez bien conservé. Pour l'identifier, on ne peut se fier qu'ici qu'au reste de corniche que vous avez ici. Vous suivez bien la flèche, hein, vous la voyez bien. Et la mosaïque qui était encore visible aussi au moment des fouilles. Même chose pour les voûtes, j'ai oublié de vous le préciser. Le caractère exceptionnel de cette villa aussi, c'est que certains plafonds sont encore conservés dans leur décor d'origine. Vous avez ici une des voûtes d'une des pièces du rez-de-jardin dans son état actuel, telle qu'elle a pu être relevée par tous les architectes voyageurs et telle qu'on peut la restituer en combinant tous ces dessins par vous voyez, un dessin en 3 dimensions qui est très proche d'une philologie de découverte du bâtiment. L'autre aspect, c'est d'intégrer les données archéologiques, et là qui renvoie aux études que j'ai développées dans cette villa, qui était l'archéologie du bâtiment, en essayant de montrer les différents chantiers de construction qui l'ont rythmé depuis sa création, et il faut remonter pour cette villa au IIe siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à toutes les restaurations qu'elle a connues depuis sa découverte, fin XVIIIe siècle, et jusqu'à aujourd'hui, puisque je vous le dirai, la villa est justement en cours d'être encore restaurée. Alors, on part d'une analyse stratigraphique des murs qui renvoie à ce qu'on a déjà vu sur une vue en 2 dimensions des différentes strates qui composent un objet archéologique. Donc, voici ici une orthophotographie de la façade. Par exemple, vous voyez ici, c'était une porte dont on peut suivre les contours qui a été bouchée par la suite, transformée en fenêtre, ce qui nous permet d'obtenir des séquences. Et ici, donc, chaque couleur renvoie à une phase de construction. Donc, l'identification des chantiers de construction de la villa, et à partir de là, on peut essayer de réfléchir à une modélisation de son dernier état en 79. Mais on a aussi modélisé chacune des étapes de construction. Il y en a 5 au total, 5 phases de construction principales pour cette villa. Voici les différents chantiers qui ont rythmé la villa. Ce qui est gris correspond aux restaurations modernes. Et ces données archéologiques, on les a aussi intégrées dans le modèle en 3D. Donc, vous avez chacune des couleurs ici intégrées dans le modèle 3D, donc qui renvoie à une phase de construction. Alors, on pourrait circuler dans le modèle, mais j'ai peur de perdre du temps. Donc, vous avez ici l'exemple de la cuisine de la villa. Chaque numéro, c'est une unité, une strate qu'on a pu identifier. La couleur correspond à une phase. Et donc, le modèle, en fait, vous voyez à quel point il joue sur différents calques qui sont associés, les phases de construction que l'on a ici, et puis on a donc appliqué ce principe de charte graphique dans la modélisation 3D, ce qui est existant et encore visible, ce qu'on intègre depuis les archives historiques, en particulier les copies de peinture et d'architecture exécutées au moment des fouilles, c'est vraiment des documents assez instantanés. Et lorsqu'on ne dispose pas d'éléments, ce qui apparaît ici en bleu, c'est les comparaisons avec d'autres maisons semblables qu'on a pu utiliser pour parvenir à cette restitution. Et c'est ainsi que le modèle 3D en fait fonctionne, et j'aime bien parler de ça, pour moi c'est vraiment une machine à remonter le temps, une time machine, et c'est en cela qu'on intègre, comment on intègre le temps en fait dans cette représentation en 3 dimensions. Alors j'espère que je vais vous montrer très rapidement le modèle. Alors, on vient juste de l'ouvrir, en fait, pour une visite virtuelle interactive de la villa que vous pouvez aller voir sur notre site. Donc, je me mets par exemple là, dans cette pièce-là. Donc là, vous avez la restitution qu'on peut proposer à partir des archives qui ont été trouvées, mais par des effets de superposition, on peut arriver à l'état actuel du bâtiment. Donc, il y a des petits glossaires, donc on peut la visiter dans les 3 langues. On passe à d'autres pièces.
et on peut jongler entre l'état actuel, là c'est la grande pièce à abside qu'on a vu représentée par Piranèse, et l'état restitué. Donc c'est en cela qu'on peut vraiment remonter le temps et qu'on essaie maintenant, donc on a retrouvé différents objets provenant de la villa qui se trouvent à Naples et on va essayer aussi de les modéliser en 3D et de les replacer dans leur contexte d'origine. Quelques vues, ici la pièce thermale, le grand portique, donc qui intègre là aussi toutes les copies qui ont été dressées à partir de la fin du XVIIIe siècle du décor, puisqu'en fait, autant on avait les volumes, il manquait les décors. Et vous voyez que c'est aussi une manière de faire une visite de la villa au moment de sa découverte, en fait. Puisqu'en fait, la complexité à laquelle on est confronté, c'est que, et c'est en cela que c'est une machine à remonter le temps un peu particulière, c'est que l'étude notamment des différents objets qui ont été retrouvés dans la villa et aussi les descriptions que nous ont transmises les fouilleurs nous montrent que la villa, en 79, au moment de l'éruption du Vésuve, était en plein travaux de reconstruction. Cela sans doute suite à un gros tremblement de terre qui abat complètement Pompéi en 62 ou 63 après Jésus-Christ, suivi d'autres secousses. Et en fait, ce qu'on essayait de faire maintenant, c'est alors très loin d'une idée d'une 3D statique, c'est de montrer la 3D d'une villa en chantier. Sur la base, là aussi, qui intègre les données des anciens fouilleurs et nos observations. Vous voyez notamment ici le jardin. Les fouilleurs nous expliquent qu'ils ont trouvé toutes les margelles du bassin qui étaient désossées. Donc, on les a montrées ainsi. Un autre exemple, ça, c'est l'état de l'entrée du jardin qui sert d'entrée à la villa. Ça, c'est en état actuel. Les fouilleurs indiquent qu'ils ont trouvé un amas de terre puisque le bassin était manquant. Le décor était manquant, mais le décor, on l'a retrouvé dans une des pièces qui ouvrait, donc c'est une des pièces qui ouvrait sur cet espace, servait sans doute de stockage au moment de l'éruption, puisqu'il y avait ces travaux dans la villa. Et ce que nous essayons de faire maintenant, c'est de replacer les objets tels qu'ils auraient dû être. Donc en fait, on va proposer deux états, et donc c'est là aussi qu'on intègre le temps, un état qui était celui de la villa en 79, et on essaie de se projeter pour essayer de finir les travaux en quelque sorte qui n'ont jamais pu être finis à cause de l'éruption du Vésuve. Donc là, c'est presque une vision voilà, où on passe au futur intégré, au futur d'une Pompéi qui n'a pas existé en 4D. Et j'ai pratiquement fini parce que je voudrais simplement vous montrer ici, bon, vous voyez tous ces filtres que nous permet d'intégrer le modèle 3D et qui ont, j'espère vous l'avoir montré, en fait, ça a suscité des nouvelles perspectives de recherche. En fait, c'est parce qu'on a montré en 3D cette villa en cours de reconstruction qu'on s'est interrogé sur le fait de où étaient stockés les objets, où est-ce qu'ils étaient. C'est parce qu'on est passé par la 3D qu'on a réussi à comprendre comment travaillaient véritablement les dessinateurs. Et j'ai de nouveau plaisir à citer Alberti qui nous dit que justement, en fait, quand il explique pour lui ce qu'est la science architecturale, il raconte qu'il ne cesse de refaire des maquettes pour examiner au plus près les structures. Il dit qu'il faut les montrer et les comparer avec d'autres, donc faites par soi-même et puis qu'on va montrer à d'autres, et qu'il faut évaluer à chaque fois donc l'identité des éléments, leur nature et les usages. Et il dit aussi, et ça se vérifiait dans notre cas, c'est quand il passe des dessins, il parle ici de la 2D, à la maquette, qu'il se rend compte des erreurs qu'il a pu faire. Et dans notre cas, c'est le passage à la 3D permet de valider des hypothèses archéologiques qu'on a pu faire, souvent sur des croquis en 2 dimensions, sur des plans. Et seule la 3D permet ou non de les valider et de construire la problématique qui s'ensuit. Et c'est en cela que vraiment, pour moi, mais c'est aussi, je pense, maintenant une position qu'adoptent de plus en plus les archéologues, la 3D, et encore plus si on parle de 4D, lorsqu'on essaie d'intégrer différents filtres temporels, ce n'est qu'une manière de visualiser une étape de recherche, un moment de la recherche, et elle permet de concrétiser des hypothèses, mais aussi d'en susciter d'autres. Donc là, vous avez la référence au livre et je vais essayer de finir sur un petit film réalisé donc, par mon collègue Alban, s'il arrive à passer pour que vous voyez en 3D vraiment le modèle et la projection des archives. Donc là, on est dans la maquette numérique et on projette donc différentes archives du 19e siècle ici, cette vue de Mazois qu'on a déjà vue, on revient dans le modèle, différentes vues du 19e.
et on va voir comment on peut circuler des archives, ici fin 18e, au phasage archéologique qu'on a pu faire sur certaines portions du bâtiment. Vous reconnaissez ici les couleurs qui renvoient aux différents chantiers de construction qu'on a identifiés, en intégrant les copies des peintres fin 18e siècle, certains relevés dressés par le fouilleur lui-même, pour parvenir à une reconstitution. Donc là, c'est une vue section 2D de Francesco Lavega, le fouilleur, pour parvenir à une vue en 3 dimensions qui nous permet vraiment de remonter le temps et de retrouver l'état de cette villa au moment de sa découverte, et on remonte encore plus le temps, comment elle pouvait se trouver en 79 et comment elle a pu se retrouver dans les étapes qui l'ont précédée. Voilà, donc j'ai fini avec cette étude de cas. C'était simplement pour vous montrer en fait un cas d'étude à Pompéi qui nous a permis à tous de vraiment bénéficier au plus près des acquis de l'intelligence artificielle et de construire de façon conjointe, vous l'avez vu, des programmes de recherche, chacun se faisant écho à l'autre, et c'est ainsi qu'on a pu progressivement avancer, et c'est ainsi, je pense, que l'archéologie peut véritablement bénéficier des évolutions de l'intelligence artificielle. Voilà, j'ai terminé, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci beaucoup de votre attention. Parfait, merci à toi Hélène pour ton exposé. Un très beau tour d'horizon avec beaucoup de choses. Du coup, on peut commencer les questions. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions, vous pouvez soit poster sur le chat, soit directement ouvrir votre micro, hein. Je peux poser une question? Vas-y Jean. Bonjour Jean. Ouais, alors, non, c'est naïf et c'est un peu verbeux, mais un truc que j'ai trouvé super intéressant, c'est le début, le fait de considérer, le truc d'Alberti, de considérer la perspective comme un outil de mesure, en fait. Et ça, c'est un truc que je trouvais beau parce qu'il y a toujours eu cette idée de la perspective qu'une manière naturelle de voir les choses, alors que pour moi, c'est vraiment un truc imposé, inventé pour pouvoir faire des mesures dans des dessins. Et ça, je trouve ça bien. Donc ça, c'est une remarque. Sinon, le truc où j'avais une question, c'est les histoires de stratigraphie qui me donnent l'impression des processus plutôt linéaires. Ce qui est assez naturel quand on fait des fouilles, alors j'y connais rien bien sûr, hein, mais ce qui est assez naturel quand on fait des fouilles, tu vas avoir des niveaux successifs. Mais dans tes reconstructions, clairement, on voit que tu as par exemple, lors des restaurations, tu as un truc qui est complètement non linéaire. Tu as à l'intérieur d'un mur, tu vas avoir des choses qui vont venir de différents moments. Et ça peut même poser des questions au niveau des restitutions à des moments à des tentés différents. Puisque le processus de construction et de restauration, etc., de la villa n'est pas linéaire lui-même. Donc j'aurais bien aimé savoir ce que tu pensais de ça. Oui, alors, c'est ta question. Alors, bon, sur Alberti, j'ai rien à dire, hein, je te rejoins complètement. En fait, c'est effectivement la perspective comme un outil d'analyse, et c'est en cela qu'il est très original, c'est que la perspective devient un outil à la fois de production, puisqu'il est architecte, et d'analyse de l'architecture, et c'est effectivement totalement construit dans son discours. Alors, pour ta question sur la stratigraphie, je pense comprendre, en fait, c'est que la difficulté que l'on a par rapport à ce que je vous ai montré au début, avec notamment les sections de bouchées de perte, c'est que lorsqu'on travaille sur l'architecture, on n'a pas des couches qui se superposent, des couches de terre qu'on va enlever, parce que lorsqu'on fouille, c'est forcément destructeur, on enlève une couche de terre, on arrive à la suivante. Lorsqu'on regarde un mur, on a une lecture qui se fait en verticale. Et là, les couches, on ne peut pas les enlever, donc il faut les identifier par des rapports de jonction, par des rapports par des définitions de texture. Par exemple, vous voyez tout de suite ici que ça c'est de l'enduit, ça va être des plus gros moellons. Et donc, on arrive malgré tout à construire un arbre stratigraphique, puisque on va quand même identifier chacune de ces phases et ainsi partir du plus ancien jusqu'au plus récent et ainsi identifier les restaurations. Mais ça passe par des rapports stratigraphiques qui ne sont pas ceux de la superposition à l'horizontale, mais qui reposent sur une lecture verticale. Alors c'est sûr que ça pose, c'est pas toujours évident, ça demande une analyse assez fine, parfois même des analyses en laboratoire sur des matériaux pour identifier tout cela. Mais là aussi, c'est le passage à la 3D qui permet bien souvent aussi de valider les hypothèses, en fait. Et ces interactions, parce que là, je le montre en aplat sur un mur,
comment on peut ensuite l'intégrer en 3D. Et c'est quand on travaille à l'échelle même de tout le bâtiment qu'on va voir si telle phase peut bien fonctionner en termes de toiture avec telle autre. Et là aussi, la 3D nous aide à visualiser tout ça. Donc, je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Je pense qu'une autre question qui se pose aussi, c'est que finalement, ces outils-là, il faut avoir à l'esprit qu'alors, nous, ils nous permettent d'identifier d'anciennes restaurations, mais ils servent aussi, j'ai oublié de vous le dire, en fait, cette villa, elle est actuellement en cours de restauration par la surintendance, puisqu'elle est fermée au public. La surintendance de Pompéi a lancé un gros chantier de restauration qui est en train de se réaliser actuellement et auquel l'équipe de recherche a été associée. Et donc, ils travaillent en fait sur ces éléments qu'on a identifiés pour eux-mêmes restaurer en sachant quel type de phase ils vont restaurer. Et là aussi, la 3D pour eux et les maquettes numériques qu'on a pu produire au cours du projet leur sont extrêmement utiles parce qu'elles permettent d'orienter au mieux leur restauration. Et de ce point de vue, il faut savoir que donc, bien sûr, la 3D, c'est un outil pour l'archéologie, mais c'est aussi un outil maintenant plus important pour la restauration. Pensons par exemple à Notre-Dame. Suite à l'incendie de Notre-Dame, c'est grâce à un scanner 3D, notamment des contreforts extérieurs et de la voûte interne, les volumes ont été scannés, qu'ils ont pu ajuster au plus près les cintres pour contenir la voûte et les arcs-boutants à l'extérieur. Et ils ont fait une taille en fait automatisée en usine à partir de ces relevés 3D. Donc en fait, c'est là, je réponds bien au-delà de l'archéologie, mais pour montrer aussi que la 3D, ça dépasse en fait. Il y a une application, et je reviens comme ça à ta question, Jean, c'est qu'en fait, en identifiant ces différentes phases, en les montrant en 3D, on arrive finalement quand même à voir des séquences temporelles. Mais c'est vrai que c'est moins facile en aplat comme ça que lorsqu'on fouille, bien sûr. Est-ce que je t'ai répondu, Jean? Est-ce que c'était clair? Oui, merci. C'est en gros ce que je voulais entendre. Merci. Il y a une question de Jean-Paul qui peut peut-être... Oui, développer une question que j'ai posée par chat. Dans ce très beau travail, hein, parce que c'est vraiment... le résultat est vraiment magnifique de pouvoir se déplacer à la fois dans l'espace et dans le temps. Ce que je voudrais comprendre, je vais le poser sous un angle humoristique, c'est quel est le rôle de Jean Ponce là-dedans? Je veux dire par là, quel est le rôle technique, hein, l'apport du computer vision là-dedans? C'est-à-dire quel type d'algorithme, quel type voilà, hein, puisque ma question est très simple, hein, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu besoin d'un recours spécifique au computer vision ou bien c'est des problèmes qui sont plus des problèmes d'intégration d'images, peut-être de calibration par exemple, hein, de différents points de vue, de différents, enfin voilà, sur le plan technique, est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus? Alors moi, je ne vais pas répondre sur le plan technique, je laisse les gens le faire. Je vais juste vous dire comment ça a été sollicité. En fait, le point de départ, là où Jean est intervenu, c'est qu'en fait, Jean était en train de mettre au point des algorithmes pour faire donc la photogrammétrie, c'est-à-dire, et lui n'avait travaillé qu'à l'échelle d'objets, comment reconstruire en 3 dimensions un objet à partir de photographies. À l'époque, on a lancé ce projet, on était en 2012, ça n'avait jamais été fait sur un aussi grand bâtiment. Donc, il y a une sorte de challenge en fait de réalisation, c'est comment produire la photogrammétrie de la villa Diomède, avoir un relevé assez rapide, utile pour les archéologues, utile aussi pour la restauration. Et c'est là qu'est intervenue la collaboration avec Jean qui venait de mettre au point son programme PLDS. Alors, on était les premiers à faire de la... Maintenant, en archéologie, tout le monde fait de la photogrammétrie, que ce soit de la fouille ou des bâtiments, bâtiments historiques, Versailles. On a été les premiers à le faire sur un bâtiment à Pompéi, même si je vous dis maintenant c'est très répandu. Et de ce point de vue-là, c'était intéressant parce qu'on a pu aussi affiner, on a retravaillé sur d'autres bâtiments après, on s'est aperçu qu'il fallait peut-être faire plus de photographies, affiner les photographies, donc il y a eu cette période test très intéressante qu'on a publiée aussi dans le livre. Et puis après, Computer Vision, dans le sens où c'est dans ce modèle architectural qu'il a fallu inventer la projection des archives que je vous ai montrées en fait. Mais je te laisse répondre peut-être sur ça, Jean, tu vas mieux que moi, je pense, c'est qu'en fait, il y a eu et c'est en cela que ça a été deux programmes de recherche qui sont réunis, l'archéologie qui voulait faire l'histoire de ce bâtiment et les informaticiens pour qui il fallait arriver à faire une maquette numérique de cette villa et intégrer justement intégrer tous les calques produits par l'équipe des archéologues aujourd'hui
mais aussi tous les calques produits par les anciens voyageurs, y compris par les premiers fouilleurs à la fin du XVIIIe siècle. Et c'est là que Jean on a mis en place donc, la photogrammétrie. Ça a été d'abord réalisé par l'équipe Iconem, et ensuite c'est donc Abambris Pimpeau qui a mis au point et testé différents programmes pour arriver à chaque fois à ces réalisations. Mais peut-être tu peux mieux compléter que moi, Jean, sur les aspects techniques. Oui, d'un point de vue technique, ça a démarré effectivement avec un logiciel de recherche que j'avais développé, plutôt qu'un de mes anciens étudiants avait développé, qui s'appelle PMVS, qui a été utilisé au départ par Iconem pour faire les relevés. Après, le temps passant, il y a eu des solutions commerciales qui sont venues, dont se sont servies à Iconem et puis ensuite Brice, pour avoir des technologies de modélisation qui soient plus faciles à utiliser que notre software expérimental. Il reste des défis, par exemple, une question technique qu'on ne sait toujours pas bien résoudre autant que je sache, c'est étant donné, donc on construit des nuages de points monstrueux avec des millions, voire des dizaines, des centaines de millions de points, et on voudrait extraire de ces nuages de points monstrueux des surfaces polyédriques, et ça reste très difficile à faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de techniques qui viennent, en particulier du monde de la géométrie algorithmique, par exemple, pour faire ça, et il n'y en a aucune qui marche de manière complètement satisfaisante. Donc, Jean, c'est un peu plus, d'après ce que je comprends, computer graphics que computer vision, non? Non, c'est pas. Donc la photogrammétrie, c'est de la vision, hein, ou la vision, c'est la photogrammétrie. Quant au meshing, c'est pas des graphiques du tout. Il y a des gens effectivement d'infographie qui font du meshing, hein, mais c'est plutôt, c'est un domaine qui est partagé entre la vision, l'infographie et la géométrie algorithmique. C'est un truc que les gens ont tendance à oublier aujourd'hui en vision artificielle, c'est que on ne fait pas que de la reconnaissance visuelle. Un des vrais grands succès de la vision artificielle, c'est la photogrammétrie. D'accord. Et combien de temps il a fallu pour arriver à cette extraordinaire maquette? Enfin, il y a combien d'années de recherche? Enfin, combien a duré le projet? Alors, première visite sur le terrain en 2012, il y a eu 4 campagnes de terrain d'environ 1 mois par an entre 2010 et 2016. Et après, on est passé à la publication. Donc, ça a été finalement assez rapide. Et ça, on a pu le proposer aussi rapidement, justement, grâce à la photogrammétrie. Parce que si on avait dû relever pièce après pièce, on n'y serait jamais arrivé. Donc voilà, au total, 2012, alors je pense que vous avez des rythmes de publication assez, mais pour une publication archéologique sur un bâtiment de cette taille-là, c'est quand même allé assez vite. Et alors moi j'ai été sur le terrain pendant 2 ans, tout le temps. Pratiquement, j'étais détachée au CNRS j'allais presque tous les jours dans la villa, mais j'étais seule. Et après, c'est une équipe. Si je peux rajouter un mot, il y a aussi un truc qui a été fait pour beaucoup plus grand public que le projet de la Villa Domaine, mais avec l'aide de la surintendance, c'était une maquette complète de Pompéi, qui avait été une chose qui n'avait jamais été faite. Hélène, tu me corriges si j'ai une bêtise, hein, mais qui n'avait jamais été fait auparavant. Et donc ça demande beaucoup de temps. Il y a le temps des scientifiques, il y a le temps d'Hélène et de ses collègues, mais aussi le temps des ingénieurs qui sont là, soit à la main, soit avec des drones, encore une fois, que ce soit Iconem, soit Alban, qui passent du temps là-bas pour prendre toutes ces images dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles, puisque c'est un site qui est exploité, je dirais, de manière touristique. Il y a des gens sur le site. Donc ça prend du temps. Je me tais parce que c'est vraiment le truc d'Hélène et moi j'ai rien à voir là-dedans. Merci, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Hélène? Moi, j'avais juste peut-être une petite question. Donc, au-delà de la reconstruction 3D, est-ce qu'il y a aussi des besoins ou des projets où on a plusieurs bâtiments qu'on souhaite mettre quelque part en correspondance pour chercher des similarités ou au contraire des dissimilarités? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être intéressant en archéologie et qui, du coup, nécessiterait, j'imagine, là encore, des avancées en machine learning? Donc, voilà, est-ce que c'est le genre de choses qui... Oui, alors ça se fait aussi, hein, de partir de maquettes numériques et de le comparer. On l'a fait, je ne vous l'ai pas montré là pour la Villa Diomède, on l'a fait en comparant avec une maquette d'une autre maison qui nous ressemble beaucoup en termes d'organisation sur 3 étages.
Après, ça pose la question, il faut effectivement que ce soit le même projet pour que ce soit les mêmes outils qui soient appliqués pour qu'on puisse vraiment comparer. Là, en l'occurrence, ils avaient utilisé, pour le coup, vraiment, c'était une maquette graphique qu'ils avaient faite, ce n'était pas une photogrammétrie. Donc, c'est travailler à l'échelle d'un bâtiment. On a pu le faire aussi avec Jean de plusieurs bâtiments. C'est simplement encore plus de moyens parce qu'en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est pour travailler de façon fine sur l'architecture, il faut quand même avoir un degré, il faut faire beaucoup, beaucoup de photographies. Villa Diomède, on était au début du projet, on s'est aperçu finalement qu'il manquait des photographies pour pouvoir vraiment avoir une finesse de détails. Il aurait fallu peut-être faire, tu me corrigeras Jean, mais 100 000 photographies. Donc si on veut comparer différents bâtiments entre eux, c'est pas plus long de faire des photographies, mais après c'est le montage, l'assemblage et les comparer. Mais oui, ça se fait de plus en plus et je t'en parlais par exemple on peut passer aussi par des scans. Et ce qui s'est fait sur Notre-Dame, bon, j'en parle parce que hier on a tenu un séminaire sur ces questions de restauration de Notre-Dame. Donc ils ont bien sûr scanné Notre-Dame, comparé les différents arcs-boutants entre eux, il n'y en avait pas un identique à l'autre pour arriver à adapter, reconstruire des cintres. Et maintenant ils sont en train de scanner. Je sais que à Paris, toutes les églises sont en cours aussi de scan pour être comparées et aussi c'est une manière de prévenir des risques éventuels parce qu'on sait comment restaurer s'il fallait intervenir rapidement. Donc effectivement, on travaille de plus en plus sur la mise en série, mais là, ça demande des moyens considérables de mettre en série et aussi des dispositifs de stockage problématiques parce que nous, voilà, on a un stockage un peu maison pour cette villa. C'est quand même des gigas et des gigas, donc on a des solutions d'hébergement pour nous en SHS sur Humanum, mais c'est pas simple quand on travaille sur un site entier. Le site de Pompéi, j'en parlais, donc il y a eu cette première expérience qui avait été réalisée donc, par Microsoft INRIA il y a quelques années. Depuis, ils ont refait des survols encore plus précis dans le cadre de leur grand projet Pompéi pour justement prévenir et organiser au mieux les restaurations. Mais toutes ces informations-là ne sont pas encore à disposition du public parce que ça demande il n'y a pas seulement le fait d'arriver à produire une photogrammétrie, il faut ensuite la stocker et la rendre accessible. Et là, on a de gros débats actuellement en archéologie sur quel type d'outils pour visualiser ces données facilement. D'accord. Merci bien. Donc, je pense qu'on va remercier Hélène pour son exposé. Merci à vous. Bien, et on convie tout le monde pour le prochain colloquium, le mois prochain. Ce sera, je pense, quelqu'un de Prairie qui nous fera un exposé de ses recherches. Merci.